Bonjour, donc nous sommes en pleine épidémie de coronavirus. Par conséquent, il nous faut télétravailler et je vous propose ce petit cours de philosophie des sciences depuis chez moi, puisque nous n'avons pas le choix. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais sans doute faire des vidéos relativement courtes, ça sera plus digeste. Il faut quand même dire quelques mots sur la situation, puisqu'elle est assez exceptionnelle et pour le pire. Je dois préciser que nous sommes aujourd'hui le 17 mars, au lendemain du second discours du président de la République, puisque ce que je vais vous dire maintenant a vraisemblablement une durée de vie d'intérêt extraordinairement limitée, étant donné que la situation évolue incroyablement vite. C'est même ce qui caractérise cette crise que de nous placer dans un système extraordinairement instable. Donc ce n'est pas vraiment le cours, c'est une introduction hors cours, pourrais-je dire, avant que nous entrions dans les futures vidéos, dans le cœur du sujet. Alors, il y a quand même beaucoup à dire sur ce qui se passe en ce moment, même s'il serait bien sûr beaucoup trop aisé et même un peu indécent de venir jouer les donneurs de leçons en assénant « nous vous l'avons bien dit ». Bon, ce n'est pas vrai, tout le monde est surpris, il y a quelque chose d'exceptionnel dans la situation actuelle. Mais on peut d'ores et déjà en déduire un certain nombre de fondamentaux qui me paraissent pertinents. D'abord, bien sûr, c'est notre sidérante incapacité anticipatoire. On ne pouvait pas tout prévoir, ça c'est une évidence. En revanche, on a vu ce qui s'est passé en Chine, on a vu ce qui s'est passé en Italie, et nous n'avons pas été manifestement, collectivement, capables d'en tirer les conséquences. C'est assez sidérant parce que grâce aux connexions dont nous disposons aujourd'hui, en particulier bien sûr le réseau Internet, les réseaux sociaux, qui sont d'ailleurs généralement très asociaux, mais peu importe en l'occurrence, nous savions ce que nos voisins italiens vivaient, et de façon un peu moins simple, mais également assez facile, nous savions ce que nos amis chinois vivaient. Or, nous n'avons pas pris les devants. Voilà, ça ne veut pas rien dire, ça ne signifie pas rien. Je pense d'ailleurs que si le chef de l'État avait décrété les mêmes mesures 10 jours plus tôt, elles auraient été totalement incomprises par la population. Je ne sais même pas s'il aurait pu le faire, au-delà d'un acte d'autoritarisme forcené. Ce qui montre, et je crois qu'il faut garder ça en tête pour l'immense crise écologique sur laquelle je reviendrai, que notre capacité à intégrer ce qui est pratiquement inévitable, mais qui n'a pas encore lieu au pied de chez nous, est essentiellement nulle. J'espère que nous pourrons tirer les leçons du désastre actuel pour essayer d'endiguer un autre désastre qui sera vraisemblablement bien pire encore. D'ailleurs, pour ce qui est de ces mesures actuellement prises de restriction de liberté, je crois qu'il y a quelques leçons à tirer. Vous avez bien vu qu'avec l'anticipation de la catastrophe écologique, l'idée même que nos libertés puissent être restreintes pour le bien commun, pour l'avenir commun, pour la possibilité de continuer à exister, pose problème à beaucoup de gens. Ça leur paraît inaudible. La liberté, nous disent-ils, leur apparaît comme sacrée. Pourtant, aujourd'hui, à ma connaissance, personne ne se plaint que nous soyons confinés. Il y a un problème de santé publique majeur pour nous protéger et protéger nos proches, pour éviter que nos parents ne finissent à l'hôpital dans des circonstances abominables. Nous sommes collectivement tous d'accord que cette privation assez radicale de liberté qui consiste à devoir rester chez nous est une bonne chose. Pourquoi donc acceptons-nous, pour un problème de santé publique, des restrictions drastiques de liberté, alors même que pour un autre problème de santé publique qui est vraisemblablement bien pire encore dans le long terme, je dirais même sur le moindre doute, sachant que long terme, c'est quelques décennies, ce n'est pas le très long terme, beaucoup, en particulier dans les milieux intellectuels, disons réactionnaires, semblent qu'il est inenvisageable, semblent croire qu'il est impossible, qu'il est scandaleux, qu'il est indécent, qu'il est obscène d'oser envisager une restriction de liberté. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ces gens conseillent à leurs enfants de sortir dans la rue, d'aller faire la queue dans les magasins et de revenir ensuite les embrasser. Donc ils ont accepté la nécessité d'une privation de liberté pour le bien commun, pour la raison, pour l'avenir, pour la vie. Donc c'est assez intéressant, je crois, que nous travaillons cette dichotomie de ressenti qui est parfois même d'ailleurs au privilège des situations les moins graves, alors même que l'une devrait bien évidemment servir de leçon
à la compréhension, je dirais, praxéologique, c'est-à-dire du point de vue des comportements, du point de vue de l'action, dans l'autre cas. Alors, je parlais de liberté drastiquement réduite. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Peut-être demain les choses seront différentes. C'est pourquoi je précise la date. Nous sommes le 17 mars et vraisemblablement la situation sera très différente dans quelques jours ou quelques semaines. Mais aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens croient que nous sommes confinés, comme je l'ai laissé entendre il y a quelques minutes. Mais au-delà des mots, ce n'est pas vrai. Nous n'avons effectivement plus le droit d'aller nous promener dans les parcs, et je crois que c'est indispensable compte tenu de la gravité de la situation. Mais à ce jour, les entreprises ne sont pas arrêtées. Ce qui signifie que les salariés qui ne peuvent pas télétravailler, autrement dit la plupart d'entre eux, continuent à ce jour à se rendre massivement au travail, à utiliser des transports en commun parfois bondés, à se retrouver en atmosphère parfois confinée, à avoir donc de très nombreux contacts physiques avec leurs condisciples, ou plus exactement avec leurs collègues. Et cela, j'allais dire en toute impunité, mais il n'y a rien à punir, puisque c'est très exactement ce que prévoit à ce jour la loi. Vous avez bien compris que l'obligation de rester chez soi ne concerne pas les gens qui vont travailler, même lorsqu'ils travaillent dans des entreprises non nécessaires. Il est tout à fait évident que dans les chaînes alimentaires, que dans la production d'électricité, que dans le secteur médical, les gens, de façon, je dirais, évidente, doivent travailler pour le bien commun, pour le fonctionnement minimum de la société. Mais on pourrait se demander si une usine d'ours en peluche doit absolument aujourd'hui continuer de fonctionner. Or, à ce jour, elle est en droit de fonctionner. Et les salariés sont en droit de se déplacer en transport en commun, de passer 2 fois 1h30 dans le métro pour se retrouver ensuite sur des chaînes de montage. Et ça, je trouve que c'est un peu problématique quand même. Je crois que nous n'avons pas bien compris qu'en fait, nous ne sommes pas dans une situation de confinement, puisque notre activité professionnelle, qui constitue l'essentiel de notre activité diurne, n'est pas à ce jour interdite. Voilà. Je trouve que ça pose 2 questions sous-jacentes d'ailleurs. La première, c'est l'extraordinaire injustice sociale de cette situation. Parce que les cadres peuvent télétravailler. Les enseignants-chercheurs, comme moi, peuvent télétravailler. Nous avons cette chance. Mais les ouvriers ne peuvent pas télétravailler. Autrement dit, là encore, il y a une ségrégation assez drastique au niveau socio-professionnel entre ceux qui vont pouvoir bénéficier du confinement, qui est une chance naturellement, et ceux qui se trouvent obligés, lorsque leur chef d'entreprise le leur impose, de se retrouver au travail, quand bien même, j'insiste, ils participeraient à une activité professionnelle qui n'est absolument pas nécessaire à court terme. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, ça serait d'ailleurs certainement le moment de nous interroger sur le bien fondé d'un certain nombre de nos productions. Donc ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, qu'il faut garder à l'esprit et qui n'est pas tout à fait neutre du point de vue de ce que signifie notre appréhension de la crise qui est actuellement traversée. Voilà. Et l'autre point que cela soulève, disais-je, c'est que le choix est dans un grand nombre de cas laissé au chef d'entreprise, qui finalement va décider s'il ferme ou non son entreprise, la plupart du temps, hélas, non pas sur des critères de santé publique, évidemment, mais sur des critères de rentabilité. Quand il n'arrive plus à vendre parce que les magasins sont fermés, il ferme, mais quand il approvisionne d'autres entreprises qui elles-mêmes tournent encore, il peut être amené, bien sûr, à continuer l'activité, ce qui est quand même assez curieux dans une situation où la vie de nos concitoyens est de façon directe en jeu, et d'autres entreprises, je l'ai vu là récemment par mes amis, laissent le choix aux salariés de venir ou non. C'est déjà mieux, parce que certaines mettent une pression considérable sur les employés pour qu'ils viennent, ce qui est quand même gravissime quand il s'agit d'un secteur non essentiel de notre économie. D'autres laissent le choix, mais enfin, c'est un peu curieux de laisser le choix dans une période de pandémie mondiale sans précédent depuis un certain temps. Donc voilà, il y a là aussi matière à réfléchir. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas en confinement. Et contrairement aux apparences, cette mesure n'est pas du tout équitable du point de vue social, puisque ceux qui peuvent télétravailler sont essentiellement les mieux lotis, et ils sont donc protégés en quelque sorte par la capacité de délocalisation de leur emploi. Alors, ça dit quelque chose finalement cette stratégie, c'est que vraisemblablement nous avons choisi d'aborder la crise via l'immunité grégaire, c'est-à-dire l'immunité de groupe, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ce qui est une décision assez lourde quand même, assez grave.
Donc, vous savez, l'immunité de groupe, c'est le fait qu'au-delà d'un certain seuil, qui est de l'ordre de 1 moins 1 sur R0, où R0 est le nombre moyen de contaminés par l'agent pathogène, au-delà donc, disais-je, de ce seuil, la population, y compris non contaminée, se retrouve protégée. Donc vraisemblablement, pour le cas du Covid-19, on peut estimer qu'il faut contaminer 60 à 70% de la population pour que les 30 ou 40% restants ne soient pas contaminés, bien que n'ayant pas contracté le virus. Donc c'est quand même un taux de contamination très élevé, moins élevé que pour d'autres pathologies, mais très élevé, qui rend le pari risqué. Donc je crois, il me semble, que les autorités publiques essayent aujourd'hui non pas de cesser la contamination, quel cas il faudra arrêter de travailler, parce que c'est quand même là que se font l'essentiel des contacts diurnes, donc nous n'avons pas pris de mesures radicales à ce stade, mais j'ai l'impression que le but c'est plutôt d'étaler la courbe, c'est-à-dire de désengorger les systèmes d'urgence en s'assurant à ce que les malades soient mieux répartis dans le temps. Ce qui, je le répète, est raisonnable. Si on ne peut pas faire autrement, c'est ce qu'il faut faire, répartir dans le temps. Mais est-on absolument certain qu'on ne pouvait pas faire autrement? Je ne sais pas. Je ne suis pas expert en santé publique, mais je trouve qu'il y a évidemment matière ici à débat et matière à réfléchir à des stratégies qui nous engagent de façon globale et qui sont un peu risquées parce que si le virus mute, par exemple, cette stratégie d'immunité va fonctionner beaucoup moins bien. Elle fonctionne très bien pour les vaccins, par exemple. Dans ce cas particulier, on ne sait pas très bien comment les gens contaminés seront ou non susceptibles d'être à nouveau contaminés. Alors d'ailleurs, puisque je parle de vaccination, ça serait une très bonne occasion pour ceux qui sont contre les vaccins de comprendre un peu comment ça marche et de comprendre une fois pour toutes que la vaccination n'est pas une décision individuelle, que c'est parce qu'on dépasse le seuil que j'évoquais tout à l'heure de vaccination d'une population que la maladie est éradiquée et que par conséquent, la vaccination protège également les autres, y compris ceux qui ne peuvent pas se vacciner parce qu'ils ont par exemple des allergies. Donc ne pas se vacciner est une action criminelle, pas seulement pour soi, mais également pour les autres. Quand le vaccin marche, évidemment, mais c'est ce dont il est question. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi ce cas de vaccination. Vous voyez qu'aujourd'hui, un certain nombre d'antivax, de personnes critiquant la vaccination, se focalisent sur les effets secondaires des vaccins, qui existent, hein. C'est normal, n'importe quelle inoculation de médicaments peut avoir un effet secondaire sur l'organisme. Donc de temps en temps, il y a des effets maléfiques, des effets délétères des vaccins. Soit. Et il se trouve que comme aujourd'hui, il y a des maladies qu'on a éradiquées grâce à la vaccination, on ne voit plus que les effets secondaires des vaccins. Et on a l'impression que les vaccins sont dangereux parce qu'effectivement, ils vont induire des pathologies chez un petit nombre de patients. Mais ça nous paraît grave uniquement parce qu'on ne voit plus la mortalité induite par la maladie qui est guérie par le vaccin. Et donc, on ne voit que les problèmes du vaccin. Mais là, vous voyez bien que dans le cas du Covid-19, où, hélas, on va bientôt commencer à enterrer nos morts, même si on ne sera pas présent aux enterrements, parce que ça serait trop dangereux de faire venir les foules, donc ça va être un peu triste, eh bien, on va voir très distinctement les effets de la maladie, et donc on serait tous d'accord pour supporter les quelques fractions d'effets secondaires indésirables des vaccins. Vous voyez, on est tellement inconséquents collectivement qu'on a besoin de voir le mal pour accepter le moindre mal de ce qui permet de le combattre. Donc tout ça exige un peu de rationalité et c'est un peu triste finalement de se rendre compte qu'elle est très inégalement partagée. Je me réjouis par exemple de voir aujourd'hui que le gouvernement semble être entouré d'une équipe médicale qui, si ce n'est prend les décisions, au moins le conseille de façon très claire et très écoutée. Pourquoi les scientifiques sont-ils écoutés face à la crise du Covid-19, et je m'en réjouis, et sont-ils méprisés face à la crise climatique ? Pourquoi, face au désastre écologique, n'écoute-t-on pas les scientifiques qui ont un avis parfaitement clair sur les mesures drastiques, radicales et vitales qu'il faudra mettre en cause? C'est étonnant, non? Moi, j'espère qu'après cette crise, nous allons comprendre que les scientifiques doivent être écoutés, pas dans les choix éthiques, pas dans les choix sociétaux. Ça, c'est une question qui est hautement politique et qui doit être débattue par la population. Ce n'est pas aux scientifiques de prendre le pouvoir, hein, comprenez-moi bien, mais c'est aux scientifiques de proposer des analyses très claires de ce vers quoi nos actions vont mécaniquement mener. Or, pour ce qui est de l'extinction massive de la vie sur Terre qui est actuellement en cours, nous n'écoutons pas les scientifiques.
J'espère que là encore, il y aura quelques leçons à tirer. Alors c'est une situation un peu ironique, parce que ceux qui aujourd'hui sont tendanciellement, dirais-je, il y a évidemment moultes exceptions, mais sont tendanciellement les plus potentiellement touchés par le Covid-19, sont un peu ceux qui, depuis quelques décennies, avaient massivement voté pour la destruction des services publics et de l'hôpital. Bon, j'espère qu'ils en profitent pour comprendre que ces choses ne sont pas tout à fait inutiles, et qu'il serait peut-être temps de comprendre que la santé publique, que l'éducation des enfants et qu'un certain nombre d'autres disciplines méritent un peu d'attention et donc un peu d'estime, un peu de considération, un peu d'argent et une extraction de cette politique purement gestionnaire qui empêche de travailler correctement. Vous savez, dans les hôpitaux, il y a le problème du nombre de lits, on le voit aujourd'hui de façon drastique, donc il y a le problème des moyens, qui est terrible, mais il y a aussi le problème de l'état d'esprit. Il y a le problème d'une vision gestionnaire qui fait qu'on administre en quelque sorte les malades comme les comptes bancaires. Et ça, bien sûr, les médecins le dénoncent, ce n'est pas leur faute. La grande majorité d'entre eux sont en guerre contre cette vision purement libérale, administrative, gestionnaire. On a le pire de tous les mondes de la gestion de l'hôpital public. Je crois que c'est un peu vrai dans beaucoup d'autres domaines, je dirais non seulement des pratiques sociales, mais également des pratiques intellectuelles, où finalement le cœur de ce qui fait sens a été oublié au profit de l'invention d'estimateurs auxquels, bien sûr, le système ensuite se croit en devoir de répondre indépendamment du but fondamental, soigner les gens à l'hôpital ou par exemple produire de la connaissance au CNRS. Le but, ce n'est pas d'avoir un grand nombre de citations. Le but, c'est de faire des découvertes. Et ça, je crois qu'il va être temps que nous y pensions à nouveau de façon un peu sérieuse. Alors, à mon sens, la crise actuelle, à ce jour, présente deux écueils. Le premier, c'est la suffisance de certains. Ceux qui se croient malins et subversifs en n'écoutant pas les consignes. Ceux qui pensent pouvoir déjouer les recommandations au nom de leur vision plus profondément politique du monde. Ce sont des bouffons, mais ce sont des bouffons dangereux. Soyons bien clairs, la situation sanitaire est dramatique. Dramatique. Écoutez les témoignages des services de réanimation. Nous commençons en Italie déjà depuis quelques semaines, en France depuis en ce moment, disons, à pratiquer une médecine de guerre, c'est-à-dire à choisir qui va vivre et qui va mourir. C'est une situation sanitaire qui est absolument monstrueuse et qui exige, je dirais, un peu de décence. Donc, les faux philosophes qui tentent aujourd'hui de relativiser avec une sorte de flegme, vous voyez, un peu nietzschéen, faussement nietzschéen, bien sûr, parce qu'eux ont compris quel est le vrai problème, sont, à mon sens, des gens qui sont éthiquement et humainement criminels, mais qui sont aussi intellectuellement faibles, parce qu'ils n'ont pas du tout senti l'exceptionnalité de la situation et l'humilité qu'elle exigeait. Ça, c'est le premier écueil. Pour le dire simplement, la situation est grave et ne pas le voir relève aujourd'hui, me semble-t-il, de l'erreur, d'interprétation et d'anticipation. Le deuxième écueil, c'est de croire que ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, chez nous, c'est-à-dire dans les pays riches, c'est-à-dire dans l'Occident, vaut de façon exceptionnelle et prioritaire pour tous et pour toujours. Il faut quand même demeurer là aussi un peu humble. J'insiste, ce qui se passe en ce moment avec le Covid est extraordinairement grave et on va le découvrir chaque jour un peu davantage. Il n'en demeure pas moins que les chiffres médicaux publiés nous rappellent que 800 000 personnes meurent de la pollution chaque année en Europe, que 25 000 personnes meurent chaque jour de faim dans le monde. Je crois qu'avant que les effets du Covid atteignent ceux du VIH ou du paludisme, intégrés bien sûr sur quelques années, beaucoup de temps va s'écouler. Ça ne signifie pas qu'il faut rester mesuré face à la crise actuelle. Ce ne sont pas les mêmes échelles de temps, ce ne sont pas les mêmes problèmes. Il faut être, me semble-t-il, extrêmement actif
et même vraisemblablement bien plus que nous le sommes face à la crise actuelle. Mais il ne faut pas oublier que nous faisons face à des crises plurifactorielles, disséminées, qui touchent parfois des pays pauvres. Je pense évidemment à la malnutrition, je pense évidemment à ce gamin qui meurt de faim en ce moment toutes les 5 secondes pendant que nous parlons et indépendamment du Covid-19. Je pense aux dizaines de millions de morts vraisemblables du néocolonialisme depuis quelques décennies. Bref, il y a des problèmes absolument majeurs aujourd'hui à l'échelle globale. Qui, par exemple, a entendu parler il y a quelques jours de ces nuages de sauterelles qui dévastent littéralement des pays, les plongeant dans une très vraisemblable famine à venir dans les jours, semaines ou mois qui suivent? Pas la plupart d'entre nous. Donc, cela ne remet pas en cause, j'insiste, l'extrême gravité de la situation que nous traversons. Et, à mon sens, la sous-réaction qui est la nôtre en ce moment. Mais cela devrait peut-être nous inviter à comprendre que ce qui se passe ici se passe aussi ailleurs, sous d'autres formes et depuis extrêmement longtemps. Ce qui se passe ici est dramatique. Nous sommes concernés. Mais ce qui se passe ici n'est pas dramatique pour tous et pour toujours. Il y a d'autres drames qui sont tout à fait réels et qui sont parfois contemporains, parfois à venir, parfois anciens, et que nous avons quand même décidé avec une sorte de hargne froide d'ignorer bien au-delà de l'acceptable. Le mot, par exemple, nous sommes en guerre, réutilisé à de multiples reprises par le chef de l'État, eh bien, mon ami Vincent Message, l'écrivain et universitaire, rappelle que ce n'est pas tout à fait exact. C'est bien pour l'aspect solennel. Mais nous ne sommes pas en guerre. Personne, dit-il, ne va bombarder nos maisons. Il n'y a pas de sniper sur les toits. Personne ne va venir nous arrêter et nous jeter en prison sans raison, venir nous violer dans nos maisons, nous faire subir des actes de torture. Les Syriens sont en guerre en ce moment, et les réfugiés sont arrêtés aux frontières de l'Europe et meurent en Méditerranée. Nous vivons une crise grave. Elle n'a pas valeur de métacrise pour l'ensemble de l'humanité, et moins encore pour l'ensemble du vivant, dont il serait peut-être temps de comprendre le niveau de pression, et c'est un euphémisme, litote, auquel il est soumis depuis déjà trop longtemps. Alors, quelques questions intéressantes pour conclure sur cette introduction. Je le disais tout à l'heure, la question de l'acceptation des privations de liberté ou la question de l'acceptation du recours à une certaine forme de violence est une question qui est très intéressante, qui est très sérieuse, qui est très grave et qui nous engage. Il est absolument fondamental que nous y réfléchissions à cette occasion. Voilà. La liberté de continuer à vivre me semble être une liberté absolument transcendantale en quelque sorte. Et pourtant, nous ne sommes généralement pas prêts à accepter des privations très mineures de liberté face au désastre écologique. Que le problème que nous traversons aujourd'hui avec le Covid-19, qui va vraisemblablement devenir un désastre d'ailleurs, nous serve de leçon à très court terme. Je crois que ce qui se dessine ici, c'est l'extraordinaire fragilité de notre monde que l'arrogance occidentale avait peut-être eu tendance à oublier un peu vite. Je suis triste, comme nous tous, qu'elle se rappelle dans des circonstances tragiques. Essayons de faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire de tirer les leçons et de voir toutes les fragilités de ces interconnexions, mais surtout de ces relations de dépendance et d'injustice qui nervurent notre système. Et puis, peut-être servons-nous de cette crise comme d'une répétition, parce que les catastrophes à venir ne sont pas, là encore, des délires millénaristes, ce sont des prédictions extrêmement claires des scientifiques compétents qui, de même que les épidémiologistes, peuvent à peu près anticiper ce que seront les contaminés dans un certain temps compte tenu des mesures mises en place. Et bien là encore, les climatologues, les biologistes sont assez bien capables de comprendre, avec bien sûr des barres d'erreur, avec des nuances, avec différents modèles, mais ce que sera l'état climatique, l'état biologique, l'état sanitaire du monde dans quelques décennies. Et le résultat est catastrophique. D'ailleurs, il est intéressant de noter
que la crise du Covid-19 pourrait être de nature écologique. Nous n'en savons rien, on ne peut pas le prouver, c'est une hypothèse, mais elle est vraisemblable, puisqu'on sait aujourd'hui, de façon presque certaine à ma connaissance, que la recrudescence des pandémies est en grande partie due aux contacts qui sont imposés entre des espèces qui normalement ne se côtoyaient pas, contacts qui sont forcés, dirais-je, d'une part par la fonte des espaces de vie, puisque les animaux n'ont plus de lieu pour vivre, eh bien, ils se retrouvent confinés, mais là, pour le pire, hélas, dans des petites zones qui ne sont pas leurs espaces naturels, favorisant le passage de la barrière des espèces par les agents pathogènes, mais aussi dans les marchés vivants, où notre suralimentation carnée donne lieu également à ce type de transmission. Donc, dans le cas particulier de Covid-19, je crois qu'on ne saura jamais, mais que de façon tendancielle, il y a une corrélation entre la recrudescence des pandémies et le désastre écologique, c'est-à-dire en l'occurrence la fonte des espaces de vie, hein, pas seulement le réchauffement climatique, là c'est pas le problème en l'occurrence, c'est à peu près indéniable. Donc quand même, peut-être que cela va nous inciter à être un peu sérieux, sachant qu'aujourd'hui nous voyons le problème pour nous, mais que, je vous le rappelle, 60% des populations d'animaux sauvages sont déjà mortes dans les dernières décennies. Donc la catastrophe écologique, pour certains, c'est pas seulement une peur de l'avenir, c'est déjà une conséquence de ce qui vient de se passer. Bon, les scientifiques sont clairs, hein, au-delà de 3 degrés d'élévation de température, et je vois mal comment nous pourrions y échapper sur les trajectoires actuelles, ce sera l'instabilité alimentaire généralisée, autrement dit le retour de la famine, y compris dans les pays riches. Là encore, soyons un peu humbles et extrayons-nous du prisme colonial, au sens où la famine, bien sûr, n'avait pas disparu. Elle est même en recrudescence d'ailleurs depuis plusieurs années. Mais elle avait disparu chez nous, elle fera vraisemblablement son retour. Peut-être que maintenant que nous voyons ce qu'est une crise sanitaire, nous commençons à comprendre que ces mots ne sont pas anodins, que ce ne sont pas des paroles en l'air et que ce ne sont pas des choses futiles ou secondaires. On attend aussi à ce type d'élévation de température, des déplacements massifs de population, hein, c'est ce que prévoit l'ONU, hein, je ne réfère là qu'à des analyses sensées, sereines et scientifiques. Eh bien, ces déplacements massifs de population, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire la guerre. Hein. N'imaginez pas qu'on va déplacer 500 millions de personnes dans la joie et la bonne humeur. Bon, c'est ça que nous sommes en train de préparer. Donc là, nous avons une sorte de mini-répétition qui va déjà être très grave, mais qui est ridicule par rapport à ce qui nous attend. Je crois que c'est un peu le dernier avertissement pour savoir si nous avons encore un fond de rationalité en nous. Je crois qu'il faut interroger cette situation de toutes les manières. D'abord, il faut obéir. Obéir aux contraintes de confinement, à mon sens, au-delà de ce qui est proposé. Mais je sais que pour les salariés dont le dirigeant impose de venir travailler, ça va être compliqué de refuser de le faire, puisqu'il y aura évidemment des mesures de rétorsion. Et enfin, dans la mesure du possible, essayons d'être solidaires dans ce geste d'isolement qui va permettre de répartir la pression que nous ferons subir au service de réanimation. Ce n'est pas du tout un détail. Mais au-delà de cette action, il faut penser maintenant. Il faut vraiment, vraiment commencer à penser. N'oubliez pas que dans la branche du vivant qui comporte le plus d'espèces et le plus d'individus, nous avons perdu plus des 2/3 de la biomasse en une seule décennie. Nous sommes, ce n'est pas une peur, c'est un fait, dans une situation d'extinction massive de la vie sur Terre, ou plus exactement d'extermination massive de la vie sur Terre. C'est dramatique pour les animaux, c'est déjà dramatique pour un grand nombre d'humains loin de nos yeux dans les pays riches, ça va devenir dramatique pour nous aussi dans quelques décennies. Il est un peu dommage que nous ayons besoin de subir les choses pour les comprendre, mais enfin, il semble que c'est ainsi que nous fonctionnons. Voilà, donc ça c'était une petite introduction hors cours pour commencer, parce qu'on est en plein milieu de cette crise. Je vous parle depuis chez moi, là, dans un petit studio où je vis la moitié du temps, qui est minuscule. Et donc, je ne me voyais pas comme ça de commencer en vous parlant de Descartes. Bon, donc on est obligé quand même de référer un peu aux circonstances. On ne parle pas ex nihilo.
Donc cette petite introduction enfin, très contextualisée du point de vue de ce qui se passe, mais très décontextualisée du point de vue du cours étant achevée, je reviens vers vous très vite avec un peu de philosophie des sciences.